3, 4 et 4. Sonia Sissione, bonjour. Merci de nous accueillir. Alors, vous êtes la directrice de ce bel établissement. Est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Simplement rappeler la raison d'être de l'école de la deuxième chance, puisqu'en fait notre raison d'être, c'est vraiment d'accueillir des jeunes de 16 à 25 ans qui sont sans diplôme ni qualification et de les amener soit vers un emploi, soit vers une formation qualifiante. Voilà, donc on est vraiment sur l'insertion professionnelle et sociale d'un public de jeunes décrocheurs. Voilà. Alors, il y a aussi un historique. Comment c'est arrivé ? Donc il y a à peu près 25 ans maintenant, Édith Cresson, qui était alors commissaire européen, a écrit un livre blanc contre l'exclusion. Et dedans, il y avait un certain nombre de propositions pour favoriser en fait la formation tout au long de la vie, dont celle de créer des écoles de la deuxième chance. Donc pour permettre vraiment à des jeunes qui avaient un peu manqué de tout, de reprendre une formation, d'être accompagnés et d'aller vers une insertion sociale et professionnelle. Donc l'école de Marseille, c'est le projet pilote. C'est vraiment la première en France et en Europe. Elle a démarré les premières activités en 97 et la structure juridique associative a été créée en 98. Et alors vous êtes venu dans ce lieu tout à fait extraordinaire, mais qui n'était pas comme ça, bien sûr, c'était les abattoirs. Historiquement, ici vous êtes sur le site des anciens abattoirs de la ville de Marseille, qui ont été en fonctionnement à peu près jusque dans les années 90. Quand Édith Cresson cherchait une ville pour le projet pilote, elle s'était rapprochée de Jean-Claude Gaudin, qui était maire de Marseille, et c'est lui en fait qui avait en tête de faire de ce lieu l'école de la deuxième chance. Donc historiquement, l'école a démarré son activité dans un ancien collège, pas très loin, vers la Rose, pendant quelques années, puisqu'ici, ça a été d'abord en friche, puis il y a eu des travaux qui ont mobilisé vraiment l'État, l'Europe, les collectivités, tout le monde s'y est mis pour que ça soit possible. Et l'école a pu s'installer ici en 2021. En 2001, pardon. En 2001. Donc ça fait 20 ans, en fait. Ça fait 20 ans que l'école est installée ici. C'est ça. Et le lieu est vraiment magnifique. Enfin, oui, on l'a regardé. Oui, le lieu est sublime, puisqu'il y a un parc qui fait entre 4 et 5 hectares, avec des structures sportives qui sont accessibles aux stagiaires, qu'on partage aussi avec les personnes du quartier, puisqu'on accueille ici beaucoup d'associations, de scolaires, qui peuvent utiliser aussi les infrastructures. Donc infrastructures sportives, amphithéâtre, salle de réunion. Tout ça, c'est d'abord pour l'accompagnement, la formation des jeunes dont on s'occupe, mais c'est aussi partagé et c'est ouvert aux habitants du quartier et aux collectivités, aux partenaires de l'école. Alors, le grand thème, c'est le financement. Oui, alors, grand thème financement. On est majoritairement, grosse majorité de financement public, puisqu'en fait notre structure de financement, prenons celle de 2020, puisque les comptes ont été consolidés et validés par le commissaire aux comptes, on est à 30% de financement État, 30% de financement ville, 20% de financement région, donc déjà vous avez 80%, on rajoute à ça 7% du département, 6% du FSE, donc fonds européens. Voilà. Le reste, ça va être des fonds privés, donc issus de la collecte d'apprentissage et du mécénat, voilà, puisque les entreprises peuvent faire le choix de soutenir l'école de la deuxième chance par le versement de leur taxe d'apprentissage. Ah oui, c'est quand même très très intéressant, parce que vous êtes totalement différente de l'éducation nationale. Oui, alors... Il n'y a rien qui fonctionne pareil. Il n'y a rien qui fonctionne pareil. Notre statut, c'est une association loi 1920, donc on ne relève pas de l'éducation nationale, on relève du droit privé. Le ministère avec lequel on discute des financements État, c'est le ministère du Travail, ce n'est pas celui de l'éducation nationale. Donc ça, c'est pour le côté statutaire, un peu gouvernance. Et puis, dans le fonctionnement, on ne fonctionne pas du tout comme une école, puisque vous l'avez compris, les jeunes, ils intègrent le dispositif quand ils veulent. C'est ouvert toute l'année. On vient quand on veut. Oui, il y a des rentrées pédagogie tous les 15 inconnue jours. Ailleurs. La pédagogie est très différente. Il n'y a pas de notes. Il n'y a pas de notes. Il y a un système de ceinture, en fait, comme au judo, qui permet de connaître son point d'entrée, de mesurer sa progression, mais il n'y a pas de notes. Vraiment. Oui, pas de prérequis. Pas de prérequis. Le jeune, quand il arrive, le stagiaire, on va lui faire des tests de positionnement pour voir un peu où il en est, et on va lui construire un programme de formation en fonction de là où il en est et de là où il veut aller, et de là où on va travailler avec lui pour aller vers, parce que parfois il ne sait
pas toujours où il veut aller. Et oui, bien entendu. Mm. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup parce que Merci nous allons à vous. rencontrer, grâce à vous, évidemment, les formateurs, des stagiaires et toutes les personnes qui œuvrent ici. Alors, c'est avec eux qui en beaucoup parlent de- le mieux. C'est vraiment un travail d'équipe, c'est un travail collectif. L'engagement des formateurs, des chargés de mission entreprise, des chargés de mission parcours, des C'est ça. assistantes est formidable auprès de ce public. Il y a combien de personnes? Il y a à peu près 95 salariés au niveau de l'association sur l'ensemble. Hein. Sur Donc à la l'ensemble. fois le siège ici à Saint-Louis, le site à Romain-Rolland qui est Oui. ouvert depuis juillet 2019 et on a aussi des antennes Centre Nord rue Montaulieu et à Miramas. Voilà, accompagné. Ouais. Est-ce que le Covid a finalement produit peut-être des jeunes en difficulté, en plus grand nombre? Alors, je ne sais pas si ça a produit des jeunes en plus grand nombre en difficulté, mais probablement des jeunes encore plus en difficulté, avec des difficultés d'usage du numérique, parce qu'ils ont un téléphone, mais avoir un téléphone, ça ne suffit pas à utiliser ça dans sa vie professionnelle et de citoyen. Bien sûr. Donc, c'est vraiment des choses sur lesquelles on doit travailler. Des difficultés sociales, des jeunes qui ont vraiment des difficultés d'accès au logement, à la nourriture, aux vêtements. Oui, on peut être amené à accompagner des jeunes qui sont dans une grande précarité. Alors là, vous avez justement un soutien un peu pour ces jeunes qui n'ont pas de logement, par exemple. Hein. Oui, alors vous avez dû rencontrer des chargés de mission parcours. Donc eux, leur rôle, c'est vraiment d'être dans l'écoute des difficultés des jeunes et après de faire le lien avec les partenaires du territoire pour tout ce qui est accompagnement sur les problématiques périphériques. C'est ça. On va pouvoir travailler ce qui relève de la santé, des addictions, du logement, de l'accès aux droits. Vous avez une équipe sanitaire, par exemple? Alors, Enfin, des infirmiers? alors non. Non. Vraiment, la position de l'école là-dessus, ça a été, déjà de ne pas recréer en interne des choses qui existent sur le territoire, parce qu'il y a vraiment tout un tas de structures fabuleuses qui font un gros boulot d'accompagnement sur toutes ces problématiques. Tous les problèmes de santé. Et aussi parce que chaque problème étant spécifique, il faut vraiment une prise en charge adaptée. Le deuxième choix aussi, c'est que, imaginons par exemple un jeune qui a des problèmes d'addiction. Donc on va lui prendre rendez-vous pour une prise en charge. Si jamais ce jeune-là décroche de l'école, mais que malgré tout, il aura réussi à créer un lien et à prendre en charge ce problème d'addiction, on aura déjà quelque part avancé dans le bon sens. Voilà. Oui, je comprends très bien. Eh bien, je vous remercie beaucoup de tous Merci ces à vous. renseignements. C'est passionnant. Merci à vous, merci.